Alors, j'étais en train de scroll, comme à mon habitude, de façon très productive sur Twitter l'autre jour. J'ai vu quelqu'un qui disait la gauche parle pas suffisamment d'immobilier, du problème de l'immobilier en France. La gauche ne propose pas des trucs qui bougent le curseur sur l'immobilier. Même si je suis pas de gauche moi-même, je me suis dit pourquoi pas lancer le débat sur l'abolition de la location immobilière. Du coup, j'ai tweeté. Il faut abolir la location immobilière en France tout simplement. Tant que ce système existera, ça sera l'exploitation des masses par une petite poignée de rentiers passifs. 200 cas vus, ça a un tout petit peu fait réagir pas mal de personnes. Notamment, ça nous permet de regarder un petit peu c'est quoi les arguments des gens qui sont pas d'accord sur le truc de abolir la location immobilière. C'est vrai que c'est un grand changement, c'est quelque chose de très ambitieux. Donc moi je propose, regardez, il y a Kentra Actu. Quand il y a des fascistes comme Kentra ou Teddy Boy RSA qui me demandent des détails sur un système genre post-capitaliste que je suis en train de proposer, je me dis bon, pourquoi pas le proposer, tu vois? Je lui ai répondu, bon je sais pas... Parce qu'avec Teddy Boy RSA, j'avais parlé du bail acquisitif, d'abolir la location immobilière, et dans la discussion, il avait l'air assez convaincu par la proposition, quoi. Et après, il est redevenu nazi le lendemain, donc bon. La gauche n'est pas d'accord sur ça, je pensais que c'était la base de vouloir abolir la location immobilière. Par contre, le système du bail acquisitif n'est pas encore entré dans les mœurs. Alors, LG, je pense que même abolir la location immobilière, en fait, le truc, c'est que... Moi, encore une fois, c'est un truc qui m'attriste un peu, j'ai l'impression, c'est peut-être que je me trompe, mais l'impression que j'en ai, c'est t'as des gens qui sont genre PS, qui se disent de gauche mais ne le sont pas, et qui sont en gros pour la défense du statu quo sur l'immobilier, ou peut-être qu'ils vont dire genre, ils sont pour... Donc déjà dans le statu quo actuel en France, les loyers, tu peux pas les augmenter chaque année de plus que 3%, je pense en ce moment, c'est ça la limite. Et t'as des APL, t'as déjà des protections, tout un tas de protections pour les locataires et tout. Donc, les gens un peu de cette idéologie politique-là vont défendre le statu quo, ce qui est un statu quo que tu pourrais dire déjà d'économie mixte ou social-démocrate, tu vois, même si c'est objectivement trop libéral, hein, puisque bon, de toute façon, dans une société où tu as 350 000 personnes à la rue, plus de 60% des gens en France qui sont soit locataires, soit accédants, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas pleinement propriétaires de là où ils habitent, ce qui est une forme de précarité au moins. Je peux parler du mal logement, je peux parler des conditions désastreuses dans des taudis, dans des trucs beaucoup trop petits avec trop de personnes qui les occupent, etc. etc. Enfin, il y a plein de gens, probablement une majorité de la population qui ne sont pas confortables là où ils logent aujourd'hui, s'ils ont un logement même. Donc on ne peut pas dire que la situation actuelle, elle est bonne, elle est satisfaisante, tout va bien en fait, on peut juste maintenir ou faire des petits ajustements à la marge. Non, il faut un changement très ambitieux, un changement majeur. Ok, il faut que la vie change sur cet aspect-là. Vous avez un peu ces gens-là qui vont être dans la défense du statu quo ou des petits ajustements. Et un autre type de gens que je vois beaucoup trop souvent, c'est des gens qui vont arriver, j'en ai eu là sur Twitter, des gens qui vont arriver et qui vont dire en fait, il faut abolir la propriété privée, Mulch. Bah alors, Mulch, tu n'es pas pour juste abolir complètement toute propriété privée. Tu n'es pas pour que ma brosse à dents devienne la brosse à dents collective de la communauté. Bon, ok, non, là, je caricature un tout petit peu, mais franchement, je caricature à peine ces gens, hein. Quelqu'un est arrivé et m'a dit là, non mais en fait, pourquoi tu te limites à ça? Il faut abolir la propriété privée entièrement, il faut abolir la monnaie. Venez, au lieu d'être juste complètement hors sol, incompréhensible, à proposer un truc que tu peux pas justifier, tu peux même pas. Tu débattrais avec une personne qui te pose une question concrète sur le système que tu es en train de proposer, tu pourrais à aucun moment répondre quoi que ce soit de convaincant à ce qu'elle est en train de te dire, d'accord? Donc venez, on fait pas ça, et venez, on propose pas non plus genre un truc, moi je dirais même que bon, les propositions de la France Insoumise du programme NFE par exemple sont très très bonnes, hein. Ça va dans le bon sens et je pense que c'est déjà probablement le truc le plus ambitieux que tu peux proposer tout en gagnant une élection présidentielle, donc ça c'est cool, mais tu peux aller plus loin que les propositions du NFP, on propose un truc plus ambitieux et en plus en rupture, mais qui sont quand même défendable. Genre tu peux quand même argumenter, proposer un chemin de transition du statu quo actuel vers ce système qui est ok, un grand changement mais qui est assez réaliste et assez implémentable en vrai si tu réfléchis. Le système qui est proposé, c'est littéralement la propriété privée d'un maximum de gens. Genre c'est juste, tu deviens propriétaire à terme du logement que tu occupes de façon systémique. Déjà il y a la première vague d'arguments de la droite qui est genre lol, tu veux rétablir l'URSS. Quel rapport avec un takeover de l'État? Quel rapport avec une nationalisation complète de tous les logements ou je ne sais quoi? Il y a tellement de gens qui sont délus, qui répondent à côté de la plaque. Le gauchisme des feignasses, c'est une maladie mentale. Très bon argument. PTDR, communiste d'élu, taf, gagne des sous, prend des risques, achète-toi ton appartement, espèce d'enquête, après on reparle FDP. Les réponses de la droite, tu peux les catégoriser en genre vraiment une dizaine de réponses possibles comme des bots, hein.
Le nombre de personnes qui m'ont répondu, mais lol, tu peux juste toi-même devenir un multipropriétaire rentier de l'immobilier. Pourquoi t'as un problème, Mulch? En fait, juste... Quoi? Tu vas abolir l'esclavage? Mais t'es au courant que si tu t'enrichis suffisamment, tu peux toi-même devenir propriétaire d'esclaves, en fait. Tu dois quand même les acheter, les esclaves. C'est quand même un travail, tout ça. Donc t'as qu'à te bouger, t'enrichir suffisamment pour posséder ta propre production agriculture et t'acheter des esclaves. Si tu trouves que c'est une si bonne situation que ça. Et moi, je travaille dur quand même en tant que propriétaire d'esclaves pour maintenir tout ce... C'est les mêmes arguments. Rien n'a changé depuis 300 ans. Oui, alors il y a des questions. Après, il y a eu des questions un petit peu plus honnêtes quand même. Des gens qui demandent, par exemple, si j'ai pas envie d'être proprio. Déjà, pourquoi t'as pas envie de devenir propriétaire en fait? C'est quoi concrètement ce qui te pose problème? Parce que j'aurai des réponses selon ce que les gens trouvent problématique dans le fait d'être propriétaire. Par exemple, il y a eu aussi cette réponse de mais si j'ai envie de pouvoir bouger facilement, comment je fais? Je peux pas louer et tout. En fait, les gens, c'est là que rentre en jeu le bail acquisitif. Ou genre, le bail acquisitif, c'est comme être locataire aujourd'hui, mais c'est juste que en plus d'être locataire, vous acquérissez des parts au fur et à mesure, mais vous payez des mensualités. Comme aujourd'hui, vous payez des mensualités. Comme aujourd'hui, ça va être une forme de contrat qui est plus facile à signer que d'acheter un bien. D'accord, il y a moins de paperasse, il y a moins de démarches, d'étapes administratives, et le contrat peut prendre fin assez simplement avec comme aujourd'hui, genre un préavis de 1 mois ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment très similaire. C'est juste qu'en plus, tu as de la propriété qui est transférée. Yo, BPT, comment ça va? Ouais, salut, tu m'as dit de venir? Ouais, j'ai des questions à te poser. Notamment des questions d'un expert de l'immobilier qui est dans le chat actuellement, je pense, Lisandre. Oh non. C'est un piège en fait. Est-ce qu'il veut venir modérer la discussion? Non, attends, parce que j'ai plusieurs threads en vrai que j'ai envie de... Moi, j'adore répondre en fait aux libéraux sur ça. Moi, j'aimerais bien que la situation politique, ce soit toujours un débat entre des gens comme nous et des néolibéraux. Il y a plein de différents aspects qui sont intéressants. Il y a genre comment ça se passe dans le système actuel. Les gens sont souvent désinformés sur la situation actuelle. Donc avant même d'expliquer comment se passerait le bail acquisitif, peut-être expliquer comment ça se passe actuellement. Il y a beaucoup de gens qui vont faire un homme de paille sur ce qu'on veut mettre en place, comment on veut le mettre en place, quand est-ce que ça serait mis en place. J'ai vu des gens qui m'ont parlé sur Twitter, qui m'ont sorti des trucs fous, genre « Ah, mais en fait, c'est ça que vous voulez faire et tout », alors que c'est jamais ça qu'on a dit, tu vois. Ouais. Donc c'est bien de réexpliquer quel est le vrai objectif et la manière de l'application. Même si vous pensez que c'est impossible, c'est quand même intéressant d'en parler pour essayer de comprendre comment on pourrait changer proposition, les choses quoi. quand même. Est-ce que tu veux pas qu'on commence par rappeler quelques chiffres? Le premier truc, c'est l'indice des prix des logements neufs et anciens. Les chiffres viennent de l'INSEE. On a des chiffres qui sont donnés en base 100, c'est-à-dire que on considère que la norme, c'était en 2015. Et donc, on fait une comparaison par rapport à qu'est-ce qui s'est passé en 2015. En l'an 2000, le prix des logements était moitié moindre en 2015. Waouh. Et en 2024, il était à 127, donc 27% de plus qu'en 2015. Donc on est passé en 2000, un indice qui était à 47,7 points, et il est passé à 127,6. Donc il y a presque x3, quoi. C'est complètement fou, hein. Donc il y a un x3 sur le prix même des logements. Lisandre, on est clairement dans une bulle, tu prêches un convaincu, bah... J'aimerais que ce soit important de déjà, donc là c'est un premier truc, c'est le prix des logements. Il devient de plus en plus dur pour les gens d'obtenir un logement parce que ces prix augmentent. Ensuite, du coup, on pourrait se demander, mais en fait, du coup, il y a un manque de logements. Si les prix des logements augmentent, c'est qu'il y a un manque de logements. Ouais, problème Alors d'offre. un autre chiffre qui est intéressant, c'est le nombre de logements vacants. Donc quand tu regardes alors attention, les logements vacants ne sont pas le même chiffre que les résidences secondaires et les logements occasionnels. On considère un logement vacant quand c'est pas ta résidence secondaire. Il y a eu 1,2 million de logements vacants supplémentaires en France depuis 1990, surtout dans les zones en déprise démographique. Il y a des zones dans lesquelles les logements deviennent vacants, c'est-à-dire il y a personne dedans. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est de voir que la vacance augmente, c'est-à-dire que du coup, il y a une concentration des zones dans lesquelles les gens veulent habiter. Et donc là, c'est intéressant de voir que c'est pas seulement avec des réformes comme le bail acquisitif que tu résous ce genre de problème. Nous, on propose d'autres choses. On n'en parle pas souvent parce que le truc le plus simple pour expliquer la situation du logement, c'est de parler de la location. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de parler d'autres réformes qui sont à proposer, comme par exemple le fait d'obliger aux entreprises à payer les transports de leurs employés, c'est-à-dire les temps passés dans les transports par Ah, l'employé, ça serait trop bien qui ça. pourrait pousser les entreprises à créer des antennes
dans les villes, de créer des incitations pour les entreprises à s'installer dans des petites villes, etc., etc. Et surtout, les services publics, de garantir les services publics dans toutes les zones de la France pour pas qu'il y ait des déserts où les gens sont obligés de partir parce que les services publics sont plus garantis, etc. Par exemple, si tu n'as juste pas d'hôpital dans ta région, etc., etc. De Bref, fou. c'est bien de voir ça, mais c'est bien aussi de voir que le nombre de logements vacants ne fait qu'augmenter. Donc il y a aussi une situation dans laquelle il y a des logements secondaires. Donc les logements vacants ne sont pas les logements secondaires, c'est-à-dire il y a des gens qui possèdent plusieurs logements et qui ne vont pas résider dans leur logement secondaire, qui l'utilisent que quelques mois par an. Donc on a aussi une situation dans laquelle ça serait bien de désinciter aux gens qui ont plusieurs logements, de désinciter de posséder plusieurs logements, donc de pousser ces gens à vendre leur logement en fait, diminuer les prix sur les marchés. Ouais, des logements. déconcentrer les logements, quoi. Voilà. Et donc un autre chiffre qui pourrait être important quand même, c'est sur la concentration des logements. C'est-à-dire que on a, alors alors faut que je retrouve ce chiffre-là en particulier. C'est le truc de le top 3,5% possède 50%. Sur le parc locatif. Ouais, je l'ai sous la main. En gros, les gens, vous avez dans le parc privé locatif actuellement en train d'être loué en France, si vous êtes locataire, vous avez une chance sur deux que votre propriétaire possède 5 logements ou plus, et soit du coup dans le top 3,5% des plus gros propriétaires. Aussi un truc pour voir le niveau de concentration. Merci beaucoup Ibrahim Osmik pour le sub, merci. Alors il y a Lisande qui nous dit de regarder... Ouais, ok, vas-y, finis ça. Après. Ouais. Donc du coup, quand tu regardes le taux de propriétaires en France de leur résidence secondaire, donc les gens qui possèdent leur résidence secondaire, on est à 57,9% de propriétaires. Il y a encore en 2021 40% de personnes qui ne possèdent pas leur résidence principale. Attends, quand tu as donné la première chiffre, tu as dit qu'ils possèdent leur résidence secondaire? Tu veux dire leur résidence principale? Non, principale, pardon. Oui, ok. Donc, quand tu prends la résidence principale, en 2021, il y a 58% des gens en 2021 qui possèdent leur résidence principale. Je rappelle que le chiffre, en 1982, donc 40 ans plus tôt, était de 50,4%. Donc, il y a eu une augmentation seulement de 7%, 40 de propriétaires de leur résidence principale dans le pays. Ouais, ça va pas vite, quoi. Ça va pas vite du tout. Et en fait, est-ce que c'est les locataires qui ont diminué? Ce qui a diminué, c'est les gens logés gratuitement, qui sont maintenant propriétaires de leur habitation. Je veux pas faire de conclusion hâtive, hein, mais en 40 ans, le fait que des gens qui étaient avant logés gratuitement possèdent maintenant le logement principal qu'ils occupent, il y a de fortes chances que ce soit des héritages quand même. Bah attends, le nombre de gens que je connais qui genre ont jamais à se soucier parce qu'en fait leurs parents juste possèdent un autre appart et ils logent dedans. Je t'ai envoyé le schéma pour qu'on puisse voir ça. Ah trop bien, tu as mis dans le Discord? Ah oui, trop bien. Répartition des résidences principales selon le statut d'occupation 82 2021. Ok, propriétaire, locataire, logé. Ah oui, les logés gratuitement. Donc les locataires, ils sont toujours à peu près à 40%, ils étaient à 41% en 1982 et ils sont toujours à 40% en 2021. Donc, moi, mon problème, c'est ça. Mon problème, c'est 40% de la population aujourd'hui sont actuellement en train de résider dans un logement et ne deviennent pas propriétaires de ce logement. Et chaque mois qui passe envoie de l'argent à une autre personne qui, elle, est propriétaire du logement et qui se fait en fait déposséder petit à petit de ce qui aurait pu devenir un bien. C'est-à-dire, si la personne qui est locataire actuellement, au lieu d'être locataire, avait la confiance des banques, elle pourrait aller voir une banque, emprunter de l'argent pour demander à être propriétaire d'un bien et rembourser, s'endetter sur des dizaines d'années et rembourser son prêt pendant sa vie. Là, actuellement, il y a des locataires, du coup, ils vont rester locataires la plupart de leur vie. Certains meurent locataires, hein, ça existe aussi, et ne deviennent pas en fait propriétaires de leur bien pendant qu'ils habitent dans ce bien. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que c'est une source d'inégalité, puisque c'est une source de revenus pour les gens qui sont propriétaires, qui ne dépend juste du fait que l'appartement existe. Et ça ne dépend pas d'un travail effectué. Alors, il y a un travail qui est effectué, et ça, je ne le nie pas, au moment où l'appartement est créé, au moment où le logement est créé. C'est de la construction. Tu as fait construire le bien, tu as acheté la zone, tu as construit dessus. Ça, c'est un travail, ok? Bah, très bien, payons ce travail sous la forme de la vente de la maison. Le prix de la maison, tu la vends. Et en fait, c'est ça le bail acquisitif, c'est juste de payer la maison et non pas de payer
une sorte De rente. glitch d'argent infini dans le système qui se base sur le besoin de se loger. T'avais à un moment Voilà. la stat, tu l'avais retrouvé la stat de comparer le prix que ça coûte de construction. Ouais, c'était un peu compliqué cette statistique. Attends. Je pourrais peut-être essayer de la retrouver, mais Je pense qu'elle était dans ta je crois vidéo. que je l'avais sur mon C'était site. la toute première vidéo, je crois. Avant la vidéo by Acquisitif, non? Je crois que c'était là-dessus. Attends, je peux retrouver ça rapidement. Je l'ai sous les yeux là normalement. On interdit la rente éternelle, en gros. Ouais, exactement. En fait, les logements ont une valeur plus élevée que ce que ça pourrait, dû au fait que tu peux l'utiliser comme un outil d'exploitation. Les gens le savent. Enfin, c'est le marché intrinsèquement qui va prendre en compte cette possibilité. Voilà, alors abolir la location immobilière, coût de la location. Qu'est-ce qu'on paye en fait? Beaucoup disent qu'il a bien fallu construire cette maison, donc c'est normal de payer autant. Avec l'argent des loyers, vous ne payez pas le travail de construction de la maison, car les personnes qui ont fait la maison ont déjà été payées. Quelqu'un a déjà utilisé l'argent pour les payer, pour la construction, et a obtenu en échange de cet argent le titre de propriété du logement. Donc la personne peut décider de vendre son logement à plus que ce que lui a coûté la construction pour faire une plus-value. La personne peut aussi décider de juste y habiter, pourquoi pas. Mais comme on est dans un système un peu spécial, la personne peut abuser du fait que tout le monde ne peut pas se payer la construction totale d'un logement en une fois. Ainsi, la personne peut y héberger des gens et demander une somme bien plus grande que ce que ça lui coûte réellement, car ces gens n'ont pas vraiment l'alternative de se payer la construction d'un logement. Et ce, pour toujours. La personne peut juste obtenir de l'argent avec ce titre de propriété sans rien perdre en échange, en abusant du fait que lui a pu être propriétaire quand d'autres ne le peuvent pas du fait du fonctionnement du système, et non pas en rendant un service, car comme on l'a vu, le service coûterait beaucoup moins. Donc du coup, le prix du service... Ouais, c'est ça. C'est en gros, si tu payais juste le service, ça coûterait beaucoup moins que les loyers actuels. On ne vend pas le service, l'accueil de quelqu'un dans cette maison, car cela ne coûte pas autant. Pour un mois, il faut compter l'usure de la maison, les charges, les impôts fonciers, les potentielles mises aux normes et le coût de construction initial, mais étalé sur la totalité de l'existence du logement. Pour le dernier coût, qui est souvent considéré comme la raison de justifier tout cela, essayons d'estimer ce que ça représente. Environ la moitié des logements ont été construits il y a près d'un demi-siècle. Donc là, j'ai un chiffre pour ça. Ça voudrait dire que pour un coût de fabrication de 20 000 euros il y a 50 ans, à peu près 200 000 euros aujourd'hui selon l'évolution de l'indice de logement, il s'agit d'au maximum 33 euros par mois. Donc le coût de construction étalé sur la durée de vie du logement, c'est environ 33 euros par mois, du fait de l'inflation, parce que du coup chaque mois, enfin bref. Et ça, c'est sans compter que ces logements sont toujours là, et sans doute pour encore longtemps, réduisant encore ce montant plus il est étalé sur la durée. On arrive sur un prix qui est de 4 à 6 fois moindre que ce qui est pratiqué aujourd'hui pour la location. Waouh. Donc ça coûterait 4 à 6 fois moins cher si tu payais juste le service lui-même et pas juste la rente. On prend un exemple très simple. Une personne décide d'aller voir une banque pour lui demander de l'argent afin de construire une maison. D'accord ? Ouais. Il explique à la banque qu'il va utiliser les revenus de la location pour rembourser le prêt. Ok ? Au bout d'un certain temps, donc du coup, il loge quelqu'un dans la maison. La maison est sous forme de location. La personne qui est logée loue l'appartement. Et chaque mois, la personne prend l'argent du locataire et donne une grosse part de cet argent à la banque pour rembourser le prêt. Donc en fait, la personne qui est allée voir la banque ne paye quasiment rien de sa poche, puisqu'il voire gagne de l'argent, parce qu'il est juste en train de prendre l'argent de la personne qui est dans le logement et de le donner à la banque. Ça peut durer 20 ans, si le prêt est sur 20 ans, etc. Et au bout de 20 ans, du coup, l'appartement, le logement, lui appartient. Il lui appartient à lui, alors que c'est pas lui qui a payé, c'est en fait le locataire. Mais le locataire n'a pas eu la confiance des banques pour aller voir une banque pour pouvoir faire des prêts. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as remboursé l'intégralité de la construction de la maison ? Chaque mois, l'argent que tu gagnes en louant l'appartement, il te revient. Donc tu peux utiliser une partie de cet argent, bien sûr, pour mettre aux normes les maisons, etc. Quand il y a des lois qui sont votées pour ça, etc. En fait, tu as fait un investissement et tu gagnes de l'argent en faisant ça. Bah ouais. C'est le système actuel. Ouais. Alors, je pense que tu as pas mal décrit le truc. Moi, j'avais peut-être un tout petit truc à ajouter parce que j'étais deep dans les limbes de Twitter l'autre jour. Il y a des gens qui m'ont dit non, mais en fait, Mulch, c'est complètement délu. C'est super. En fait, si t'es pas content d'être locataire. En gros, la personne regarde le thread. La personne sous-entendait qu'en gros, si t'es locataire, c'est par choix. Genre, actuellement, tout le monde qui est locataire, c'est par choix. C'est pas parce qu'ils ont pas les moyens de devenir propriétaire. C'est juste parce qu'ils veulent plus de mobilité. Ils veulent blablabla, tu vois.
Et la personne me dit, si tu payes actuellement un loyer, par exemple, de 700 euros, bah, tu peux facilement payer un crédit en remboursant 700 euros par mois et devenir propriétaire. En fait, c'est super facile et tout. Ce qui est quand même marrant, parce que tu prends la mensualité. Attends, déjà, je vais juste faire le calcul vite fait, genre 700. Tu prends 700 euros par mois, donc ça fait sur 25 ans, ça fait 210 000 euros. Donc déjà, tu peux que te payer un logement qui vaut 210 000 euros si tu empruntes par exemple sur 25 ans, et ça c'est même sans compter les intérêts. Ouais, ça c'est à 0%, donc bref, vous voyez très bien que c'est n'importe quoi, tu vois. Donc déjà, les gens qui vont rembourser je pense, il y a peut-être sur un point, parce il y a des droitards qui ont répondu à notre simulateur, notre vidéo, on a fait le simulateur là, et apparemment tu peux plus faire des prêts. Il est en bêta. Ouais, c'est une version, il n'y avait pas tous les chiffres et tout, donc, mais... par exemple, je crois que dans l'exemple, c'était sur 30 ans le prêt. Et en fait, les prêts, tu peux pas faire 30 ans, c'est 25 ans max ou un truc comme ça. Enfin, ouais, donc maintenant, je prends 25 ans comme référence. Mais bon, ils font comme si ça changeait le raisonnement de fond, mais en fait, pas du tout. Mais du coup, si tu prends sur 25 ans, ça fait ce montant-là. Et d'ailleurs, je suis allé voir parce que la personne me dit, en fait, tout le monde pourrait prendre un prêt, c'est super facile. Il n'y a pas du tout un truc de t'es contraint d'être locataire, ça n'existe pas. Donc, ce que j'ai pris, c'est que j'ai regardé le salaire net médian dans le privé. Donc, c'est 2012 euros par mois net. D'accord, le salaire médian en France, 2025, le dernier chiffre. Et je suis allé mettre ça dans le simulateur de capacité d'emprunt, un truc sur Internet, là, CAFPI, ça s'appelle. Et j'ai regardé un peu, du coup, si j'ai ces revenus-là, d'accord, qu'est-ce qu'on me dit en fonction du taux d'intérêt actuel, ils ont pris le taux, j'ai pris le tôt, genre j'ai même pas pris le taux le plus bas ou quoi, j'ai pris un taux moyen, pas le plus haut ni le plus bas, j'ai pris le taux moyen, 3,14% de taux d'intérêt, et je l'ai pris sur 20 ans, avec un apport personnel de 20 000 euros, parce que bien sûr... Et en plus, tu max out ton taux d'endettement, non ? Et en plus, je max out mon taux d'endettement, mais en plus, tu vois, le truc recommandé en ce moment, c'est d'avoir un apport de 10%. Voire, il y a des banques qui vont demander plus que 10% de la valeur du bien. Il faut déjà avoir 20 000 euros de côté. Il faut déjà avoir les 20 000 euros de côté, je rappelle. Donc là, déjà, on prend quelqu'un qui a un emploi stable, donc peut-être un CDI ou un autre contrat, mais en tout cas un emploi stable. Touche 2 000 euros par mois. Touche 2 000 euros par mois, donc déjà, il y a la moitié des gens qui sont en dessous, même quand ils ont un emploi. MDR, c'est insane la situation en France. Et en plus, tu as 20 000 balles de côté, d'accord ? Tu as 20 000 balles de côté. Tu empruntes sur 20 ans, donc tu as une capacité d'emprunt de 112 000 euros. Tu peux emprunter seulement 112 000. On rappelle que c'est une bonne chose que tu sois limité sur ta capacité d'emprunt, parce qu'on ne veut pas que les gens empruntent des sommes qui ne pourraient pas techniquement rembourser. Ah bah oui, sinon c'est une catastrophe, sinon tout le monde fait faillite. La solution, c'est pas d'enlever les normes sur les capacités d'emprunt. La solution, c'est de baisser les sommes que tu as besoin d'emprunter, donc de baisser les coûts de l'immobilier et d'augmenter les salaires. Et je suis allé voir, j'ai pris dans mon quartier. Je me suis dit, parce que, est-ce que les gens connaissent, il y a peut-être des gens qui connaissent pas les prix de l'immobilier et tout. Parce que là, évidemment, sur Twitter, plein de gens étaient juste désinformés complètement. Donc voilà, avec 112 000 euros de capacité d'emprunt, je peux acheter un bien de quelle valeur et tout, sachant qu'en plus, tu dois emprunter plus que la valeur du bien, parce que tu as les frais de notaire qui peuvent être genre 10 000 euros, autour de 10 000 euros. Tu as l'assurance, tu as d'autres frais en plus, d'accord ? Donc tu dois emprunter plus que ça. Et je prends juste le prix du logement lui-même, sans les frais et tout, pour un truc qui est genre à peine plus grand que là où la taille où j'habite actuellement. Je suis dans un studio de 27 mètres carrés, donc un pièce de 28 mètres carrés dans le même coin où je suis, qui est genre un des coins les moins riches de toute l'île de France. J'ai quand même pris Île-de-France, sinon les comparaisons n'ont plus vraiment de... Bref, c'est compliqué en fonction des endroits, mais voilà, Île-de-France, un des coins les moins chers, 5 000 euros du mètre carré, Île-de-France, je suis allé voir les stats, je me suis renseigné, c'est entre 4 000 euros et genre 11 000 euros le mètre carré en Île-de-France, en ce moment les prix, donc si t'es Paris intramuros et tout, ça va être 8 000, 9 000, 10 000, 11 000 et tout, et moi, le logement là, l'exemple, c'est 5 000 euros du mètre carré. 143 000 euros pour un 28 mètres carrés. On se rend pas compte, genre tu vis dans des conditions, ok, tu vis dans un truc, t'es tout seul, tu vis dans un truc assez petit, et avec en étant le travailleur moyen à 2 000 euros net, avec 20 000 euros d'apport, etc., tu peux pas acheter ce logement, c'est impossible. Donc tu dois être locataire. Donc les droitards qui me disent, t'es complètement délu, les gens sont locataires par choix et tout, non, tu es obligé d'être locataire. Si tu es, à part si tu gagnes plus que ça, si tu es dans... Du coup, on peut regarder à quoi on répond, non ?
Ouais. Quoi. Alors, bon bref, allez voir si vous n'avez pas vu la vidéo sur le bail acquisitif et tout, on explique le système plus en détail là. Mais dans là, je veux répondre un petit peu à ce que dit Lisandre. Donc, aïe, que de bêtises. Donc il dit ça en répondant à ma vidéo sur l'arnaque du système immobilier actuel. Keep Okay, les 30 ans parce que on sait qu'il y a... Les 30 ans, ok, ça c'est un détail. Les banques ne s'engraissent pas sur les emprunts. Elles empruntent auprès de la BCE et se refinancent sur l'interbancaire à un taux légèrement en dessous du taux servi, hors règlement des dépôts des clients, livrets, etc. C'est pour ça d'ailleurs que les banques vont chercher des commissions en vendant des produits connexes. Elles perdaient même de l'argent durant la période de QE et de taux négatifs. Donc Lisandre est en train de dire, non mais en fait, les gars, les banques, elles se font pas d'argent sur les prêts immobiliers. Elles perdaient de l'argent mais durant la période de QE et de taux négatifs, la période de taux négatifs, des taux négatifs de prêts immobiliers. Ou est-ce qu'il parle du taux négatif ? Non, mais, encore une fois, c'est perdre de l'argent avec l'inflation en prenant en compte l'inflation en fait. Donc en fait, non, ils gagnent de l'argent et c'est juste qu'il y a l'inflation en même temps. Enfin bref, on va pas... Ou on parle du taux, du taux de directeur, du QE. Ok, donc peut-être pendant une petite période, les profits étaient un petit peu moindres et tout, mais utiliser ça pour essayer de nier que les banques se font de l'argent sur... Les banques ne feraient pas des prêts immobiliers si elles ne gagnaient pas de l'argent dessus, ça n'a aucun sens. Une banque privée est une entreprise privée à but lucratif. Son objectif, c'est de gagner un maximum d'argent, de se faire un maximum de profit. C'était même pas ça le sujet. Le sujet, c'était même pas ça, parce que nous, on n'est pas opposés aux banques. On dit même il faudrait que tout le monde ait la possibilité d'emprunter aux banques. Donc, c'était même pas ça le sujet de la vidéo. La vidéo, c'était sur les multipropriétaires qui utilisent le fait qu'ils puissent justement avoir la confiance des banques pour acheter des logements, alors que les gens locataires ne peuvent pas le faire. Ensuite, si un locataire est capable de descendre en dessous du taux pour payer 800 balles par mois pour son loyer, alors je t'assure qu'il va chercher à devenir propriétaire et pas rester locataire ad vitam. Si un locataire est capable de descendre en dessous du taux, on prend pas du tout descendre en dessous du taux. Payer 800 balles par mois pour son loyer, alors je t'assure qu'il va chercher à devenir propriétaire et pas rester locataire ad vitam aeternam. En dessous du taux, est capable de... Mais c'est encore le truc de, en fait, tout le monde pourrait juste arrêter de payer un loyer et acheter en payant les mêmes mensualités, ça n'a aucun sens. Mais ça veut rien dire, un locataire est capable de descendre en dessous du taux au-dessus, tu veux dire ? Au-dessus du taux d'endettement ? Tu voulais dire au-dessus, Lisandre ? Lisandre est dans le chat actuellement. En dessous ? Bah je comprends pas ta phrase alors. Si un locataire est capable de descendre en dessous du taux d'endettement, un mec qui rembourse 800 € par mois, mais il est locataire donc il rembourse pas 800 € par mois, je comprends rien à ce que tu dis. Si un locataire est capable de descendre en dessous du taux d'endettement, comment il fait pour descendre en dessous du... Je veux dire, je comprends pas. On va continuer, hein. Surtout faire un emprunt à 3% et louer à 3%, je comprends pas non plus cette phrase. Un mec qui a une capacité d'endettement en dessous des 35%. Au-dessus, tu veux dire ? Qui peut s'endetter plus, donc une capacité d'endettement au-dessus des 35%. Bon, on va continuer parce que je suis perdu sur ce point. Hein. Je comprends pas l'argument. N'hésite pas à reformuler l'argument, on répondra plus tard. Surtout faire un emprunt à 3% et louer à 3%. Je comprends pas ce que ça veut dire. Quelle différence entre le locataire et le propriétaire ? L'acte notarié, les impôts fonciers et le titre de propriété. Ok, super. Locataire paye le crédit du propriétaire. Oui. Demain, tu achètes un bien de consommation, n'importe lequel, et le producteur a emprunté pour se développer. Tu payes aussi son emprunt. Non, parce que c'est un bien de consommation. Il est consommé et à la fin, il n'existe plus. Donc je l'ai acheté, j'en ai gagné la propriété, j'ai pu le consommer et c'est fini. Donc non, je l'ai pas. Non, du coup, non, ça marche pas comme ça. Non, les banques ne prêtent pas parce qu'elles font que confiance. Elles te prêtent si tu rentres dans ta capacité d'emprunt. Oui, mais la capacité d'emprunt, c'est pareil. C'est une norme fixée pour forcer pour forcer une norme de confiance. Ah, en fait Lisandre, il est contre le maximum de capacité d'emprunt. Oui. Il veut déréguler ça pour que ça fasse comme 2008. Il veut qu'un mec au SMIC puisse utiliser l'intégralité de son SMIC pour devenir propriétaire et après ne plus pouvoir s'acheter à manger et après on lui retire sa maison et il perd tout son argent. Et attends, mais en fait, pourquoi tu nous contredis sur les banques ne prêtent pas parce qu'elles font que parce qu'elles font confiance ? Bah ça rentre dedans là. Déterminer quelle est ta capacité d'emprunt rentre dans les critères pour est-ce qu'ils vont te faire confiance ou pas. Enfin, c'est en fait, la capacité d'emprunt est techniquement une norme mise en place pour forcer un niveau de confiance. Genre, même si t'as hyper confiance dans quelqu'un, tu peux pas lui donner l'emprunt si jamais il a pas au moins Avant 2020, tu pouvais emprunter jusqu'à 50% d'endettement. Et aujourd'hui, ce 35%, c'est la loi. Ouais, ok, donc tu voudrais repasser à genre une plus de souplesse sur le truc. Enfin, je vois, ouais, c'est tellement un débat, genre. J'aime bien l'argument dans le chat, vous avez du mal, les gars.
J'aime bien cet argument. Pour emprunter pour un bien immobilier actuellement, tu es obligé de travailler. Des emprunts en cascade ne se font plus depuis 2020. Norme, pour emprunter un bien, tu es obligé de travailler. Attends, tu peux pas hypothéquer. Non, parce qu'en gros, il est en train de dire tu peux pas être multipropriétaire. Bah, tu dis que t'es logeur. C'était quoi le truc? Plus actuellement. Attends, Lisandre, envoie-nous une source là-dessus. Parce que tu es en train de dire qu'actuellement, tu peux pas, par exemple, si tu possèdes 5 logements et t'as pas d'emploi, mais t'as des revenus du capital de ces logements, tu peux pas utiliser ça pour réemprunter derrière en faisant payer tes. D'accord, ok, attends, il y a une source. Et si t'es loueur meublé professionnel, c'est un emploi théoriquement. Donc si tu te déclares en tant que loueur meublé professionnel, tu peux techniquement faire ça. Oh, le lore du loueur meublé professionnel qui est tellement spécifique à cette commune. Ok, non, mais c'est un vrai statut, le loueur meublé professionnel. Ah ouais, non, c'est un vrai métier. Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer doivent dépasser 23 000 euros sur l'année civile. Donc si tu as plus de 23 000 euros en recettes, tu deviens loueur meublé professionnel. Donc une fois que tu es loueur meublé professionnel, est-ce que du coup c'est bon? Tu peux... Attends, donc là, attends, je lis la source. Ouais. Je lis la source. Donc il y a 2 nouveaux critères qui sont entrés en vigueur en septembre 2021. Le taux d'effort des emprunteurs ne doit pas excéder les 35%. La maturité du crédit ne doit pas excéder 25 ans. T'empruntes sur leurs revenus. Et c'est une mauvaise chose. Et ben alors, quel est le problème? C'est où le... Limiter le nombre d'années du crédit, revenus, ça limite... c'est pas des revenus du travail, forcément. Tu peux avoir un revenu immobilier. Donc je comprends pas l'endroit où tu dis on est obligé de travailler pour... C'est ça qui t'empêche de devenir propriétaire, non, quoi? Je peux littéralement... je fais un simulateur de prêt, je peux littéralement pas acheter. De quoi t'es en train de me parler? J'ai pas l'argent. Les prix sont trop élevés. Qu'on a commencé cette discussion en disant les prix sont passés de 50 points à 127 points. Il y a eu un x3 des prix en France. Et ce qui empêche d'acheter, c'est qu'on peut pas plus s'endetter. Il faut permettre aux gens de s'endetter plus, mais le prix va augmenter. Mais attends, mais je crois... Attends, est-ce que tu te souviens qu'on avait parlé à un libéral il y a genre 2 ans qui nous avait dit pareil? Tu sais ce qui est incroyable, c'est si tu permets aux gens de s'endetter plus, est-ce que ça va faire diminuer ou augmenter le prix de l'immobilier? Juste, petite question, hein. Si les gens ont plus la capacité à s'endetter pour acheter des biens actuellement sur le marché, est-ce que vous croyez que le prix de l'immobilier va augmenter ou diminuer? Alors, pour tout ce qui reste, qui empêche les gens d'emprunter, ce sont les normes strictes, les LTV strictes, DPE, ZAN, PLU, donc c'est quoi? C'est les diagnostics énergétiques et les trucs qui sont en fait basés. Hein. Taxe hallucinante, 8% du bien pour les notaires. Alors ça, c'est peut-être un des seuls trucs où je suis peut-être... J'avoue, le truc de genre... Pourquoi tu dois payer 10 000 euros de frais de notaire? Quoi, ouais, d'accord, ça c'est du bullshit, ça c'est genre... Ouais. Ça c'est littéralement une caste. D'accord là-dessus, sans doute. C'est la caste des notaires qui vise d'une rente sur le peuple. Quoi. Bon, viens, on skip. T'avais d'autres questions sur ce truc-là? Ouais, j'ai d'autres questions, c'est le début. Parce que là, ça parle même pas du bail acquisitif et de... C'est le début, donc juste, je note parce que en fait tout cet argumentaire... Non mais c'est dommage parce que on aurait pu avoir une discussion de fond sur le fait qu'on veut abolir la location immobilière. Il n'y a pas eu de discussion là-dessus, c'est que des discussions sur il faut enlever les normes de manière hyper idéologique, il n'y a pas d'explication pourquoi enlever les normes c'est une bonne idée. Moi je vois que l'abolition de la location immobilière, c'est ce qu'il faut mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as aboli la location immobilière, tu retires l'intérêt financier qu'il y a à posséder des logements pour se faire de l'argent. Parce qu'actuellement, les gens essayent... Quel est l'intérêt pour des multipropriétaires qui ont plus de 5 logements simultanément? Est-ce que c'est pour vivre dans les 5 logements? Non. Toutes les enquêtes qui sont faites nous montrent que les personnes qui ont tous ces logements-là s'en servent pour être locataires, pour louer des gens dedans. Comment on appelle? Exploiteur. Pour exploiter les gens, quoi. Donc, si tu as des gens qui possèdent 5-6 logements, qui continuent à accumuler comme ça, le taux d'accumulation est fou, hein, c'est parce qu'il y a un intérêt financier. Si tu enlèves cet intérêt financier, du jour au lendemain, tu dis à tout le monde, alors non, ça ne serait pas fait du jour au lendemain, mais là, l'expérience de pensée, ça serait de dire, imaginons que du jour au lendemain, vous disiez à tous les gens qui possèdent actuellement tous les biens, vous leur dites, là, maintenant, ça y est, vous ne pouvez plus louer les biens à des gens. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont essayer de se débarrasser de leurs biens, puisqu'ils n'auront plus d'intérêt financier à le garder. Alors, il y a des gens qui vont garder pour vivre dedans, mais est-ce que tu vas garder 5 logements si jamais ça ne te rapporte pas d'argent? Alors que tu pourrais les vendre pour faire des investissements qui te rapporteraient de l'argent, en sachant qu'actuellement, tu les possèdes pour gagner de l'argent? Et bien, en fait, il y aurait un marché immobilier inondé de biens, et on aurait la capacité de revenir à un niveau d'indice des prix du logement qu'on avait avant.
Et qu'est-ce que ça veut dire un indice des prix du logement qu'on avait avant? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, le logement que tu avais vu à 143 000 euros, s'il revient au prix de l'an 2000, et on pourrait remonter encore plus, hein. Mais là, les chiffres qu'on a, les premiers chiffres qu'on a, ça date de l'an 2000. Il faudrait que je trouve des chiffres encore plus anciens. Mais si on revient à un indice des prix de logement neuf et ancien qui date de l'an 2000, eh ben, on passe de 127 points en 2024 à 47 points. Donc, Waouh. 48 points, Plus pardon. que. Ouais, c'est On peut divisé faire le par calcul. 3. 127, 48, d'accord? On est sur un rapport 3. Si tu prends ce rapport 3 et que tu l'appliques sur. Il était à combien le logement que tu nous as montré tout à l'heure? 143. 143 000 euros. Tu appliques ce rapport et on se retrouve à un bien qui vaut maintenant 47 000 euros. Parce qu'il n'y a plus l'intérêt locatif, il y a uniquement l'intérêt de est-ce que tu veux vivre dedans ou non. Donc bien sûr, il risque d'avoir le marché tellement saturé sur la demande que ça risque de faire un appel, tu vois. Donc on va peut-être pas rester sur du 47 000. Peut-être qu'il y a tellement de gens qui vont pouvoir commencer à contracter des prêts que du coup ça va remonter, mais ça va pas remonter autant parce qu'il n'y a pas cette valeur spéculative sur je vais pouvoir me faire de l'argent en ayant ce bien, en pouvant le revendre à l'avenir et en pouvant exploiter les gens en faisant de la location. Donc on se retrouve peut-être que le logement, allez, on va être sympa, on va dire il sera à 60 000, ok? 60 000, de faire un crédit pour du 60 000, maintenant c'est faisable. Donc je sais pas si tu as le simulateur sous les yeux pour essayer de refaire un test là. Ah bah ouais, là, ça serait pour la personne qui a le salaire net médian français de 2000 euros, là c'est possible quoi. T'es à 2000 balles, là tu peux être propriétaire. C'est ouf en fait, ça change complètement. Donc voilà. Après on va répondre les gens, je sais qu'il n'y a pas d'interrogation. Taux d'intérêt à 3,3%, on va prendre taux d'assurance à 0,34. Voilà, j'emprunte 60 000 euros sur... là j'ai 15 ans, mais le mieux ce serait que ce soit sur le moins de temps possible pour payer le moins d'intérêt possible, hein. N'oubliez jamais ça, les prêts les plus courts sont les prêts qui vous coûtent le moins cher. Ouais. Et du coup, si tu veux une mensualité... C'était combien ta mensualité que tu avais de disponible? 700. Non, attends. T'avais pris combien dans tes chiffres à toi, là, ceux que tu avais mis à l'écran? Ah, mes revenus c'était 2000. Oui, non, mais du coup, tu pouvais emprunter combien? 112 000 sur 25. Ouais, Non, mais chaque mois, là, la mensualité que tu pouvais faire, c'était combien? Juste mets l'image à l'écran que je puisse le lire, je sais que c'est écrit dessus. Ouais, attends, 14 000 tabs. Je remets ton Twitter, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais j'ai 400 tabs Twitter! Me dis pas, remets juste ton Twitter! C'est la pire chose que tu peux me dire. Mais va dans tes médias, tu l'as publié une image, donc va dans médias et tu trouves tout de suite. En fait, j'ai pété un câble hier et j'ai juste répondu à chaque personne sur Twitter. Donc genre, il y a 100 images en fait que j'ai postées après. Ok, juste... Je vais le trouver. Juste laisse-moi 30 secondes. Je vais moi sur ton Twitter. Laisse-moi 30 secondes, mec. Je deviens fou. Je veux juste un chiffre pour laisse-moi respirer, mec. Juste laisse-moi vivre. Mais je suis galère. Laissez-moi, les gens. Laissez-moi. Il est même problématique. C'est pas qu'il galère, c'est qu'il est problématique actuellement. Mais mon ordi charge pas. Si je charge pas les images. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Donc c'était 663 euros par mois. Ah ouais, donc, 663 Attends, c'est pas par mois. Beaucoup. Tu peux emprunter pour un prêt de 112 000 euros. Sur le prêt que tu avais montré, la personne était capable d'emprunter 663 euros par mois. Donc du coup, maintenant, il peut s'acheter cette maison, la maison à 143 000 euros là, il peut se l'acheter maintenant parce qu'elle coûte beaucoup moins cher et il peut faire un prêt sur 9 ans qui va au final lui coûter 10 000 euros. Et dans 9 ans, il possède son logement pour le reste de sa vie. Et faut vraiment comprendre ça, c'est-à-dire que le prix, c'est-à-dire 60 000 euros, si je double les 60 000 euros, et maintenant mon appartement que je dois acheter, il coûte 120 000 euros, pour retomber sur une mensualité à 663 euros, je dois pas juste multiplier, si je multiplie le prix de l'emprunt par 2, je dois pas multiplier la durée par 2. Ça marche pas comme ça. Je dois multiplier la durée, je dois mettre maintenant, au lieu de 9 ans, ça va être 23 ans. Donc il y a 5 ans et au lieu de payer 10 000 euros pour le coût du crédit, maintenant je paye 63 euros pour le coût du crédit. Donc il faut vraiment comprendre que si jamais les prix de l'immobilier étaient bien moindres, vous auriez beaucoup moins à payer en intérêt au moment où vous faites votre prêt. Parce que votre prêt peut durer et peut être beaucoup plus court. Non, mais je crois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils se disent, en fait, diviser par 2 les prix de l'immobilier, ça fait gagner beaucoup plus d'argent que ce qu'on croit aux gens qui veulent devenir propriétaires. Beaucoup plus que deux fois. C'est-à-dire ta maison, là, qui coûte 120 000 euros, en prenant en compte le prix du crédit, maintenant, elle va te coûter 183 000 euros.
Alors que ta maison qui te coûte 60 000 euros, en prenant en compte le coût du crédit, elle te coûte 70 000. Donc t'es passé avec une division par 2 du coût de l'immobilier, t'es passé d'un prix de 180 000 pour l'emprunteur à un prix de 70 000. Ouais. Donc beaucoup plus que 2 fois, tu vois. Ouais, je vois. Attends, alors, Lisande, tu dis MDR et après il y a une inflation complètement folle. Attends, on parle de baisser les prix, je comprends pas. Si je comprends, tu acceptes de baisser la valeur de notre parc immobilier et donc de baisser la valeur de nos collatérales économiques. Donc Oui. finalement devoir produire 2 fois plus de prêts pour retrouver la valeur initiale. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Attends, réponds, c'est quoi le truc sur les collatéraux? Moi j'adore le concept de mais attends, des gens, en fait on a dit que ça allait cette valeur, donc si jamais on fait on met en place un moyen aux gens de pouvoir posséder les logements, du coup les gens pourront plus dire que ça a cette valeur. Oui, Genre, qu'est-ce qu'on s'en fout moi je m'en fous. Si tout le monde complètement. habite dans un logement, si les 350 000 personnes à la rue sont logées, tout le monde se fait moins exploiter, du coup a un meilleur pouvoir d'achat, paye moins cher son logement et tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout que la valeur théorique, enfin en fait la valeur elle est... En gros t'es en train de dire oui mais du coup les gens peuvent pas hypothéquer, genre les multipropriétaires hyper riches et tout, peuvent pas hypothéquer... Oui, il faut qu'ils vendent en fait, faut qu'ils vendent tout ce qu'ils possèdent. Ils peuvent pas faire des racheter nouveaux d'autres prêts collatéraux, en aussi fait. gros que ce qu'ils pourraient parce qu'ils peuvent plus hypothéquer des valeurs folles de l'immobilier qu'ils possèdent quoi. Juste en fait, ceux qui vendront le plus vite, Ah non, les seront obligations ceux qui pourront françaises. avoir la valeur la plus proche de ce qu'ils pensaient avoir. Et ben ça sera bien pour eux, ils pourront réinvestir dans autre chose. Attends, Lisandre est en train de dire les collatéraux c'est tes obligations françaises. On parle du parc privé, hein, mais bon, c'est pas grave. Non, mais genre c'est quoi? C'est le truc de genre tu possèdes des titres de dette publique de la France, mais tu peux Je pense qu'il dit la France possède de l'immobilier et utilise l'immobilier comme collatéral pour emprunter à l'étranger ou je sais pas quoi, c'est ça? Ah mais ça on s'en fout complètement. Bon bref, on va passer à un prochain. Oui, prochain argument que les gens ont sorti, j'en ai fait un par un. C'est la petite FAQ sur le bail acquisitif et tout. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent ça existe déjà en fait le bail acquisitif, c'est la location-accession, c'est pareil. Ça c'est un truc qui est beaucoup revenu sur Twitter. Bah non, parce qu'il faut... Le bail acquisitif sous-entend qu'on a déjà aboli la location immobilière. Le bail acquisitif est une solution à la location immobilière. Donc l'achat, accession, machin, je sais pas quoi, location-accession n'est pas n'implique pas d'avoir supprimé la location immobilière. Donc c'est pas du tout la même chose. Ouais, on est d'accord. Ton bail acquisitif revient au même, sauf que tu forces la main au propriétaire à vendre. Typiquement, je suis propriétaire, jamais je fais signer ça. J'adore les réponses, à chaque fois c'est la même chose. En fait, c'est une vente forcée. Attends. Regarde ça un peu dans le chat. Regarde, on a la vraie pensée au final dans le chat. Les 300 SDF vont te rendre un logement qui sera dégueulasse et ne sont pas formés à entretenir de tels logements. Catastrophe. C'est là que tu vois qu'en fait, c'est littéralement des obscurantistes. Ah, c'est horrible. Et l'idéologie, elle est basée sur de la haine des gens. Alors, il y a un truc assez intéressant. Pauvre, moi, je préférais parler de ça parce que bon, voilà. En 2025, on va enfin avoir une nouvelle enquête sur les personnes sans domicile. On n'avait pas eu d'enquête depuis 2012 sur ce sujet-là, qui est horrible. Je comprends pas ce qu'on faisait en fait. L'enquête qui a été faite en 2012 avait permis de montrer que 143 000 personnes étaient sans domicile et fréquentaient des services d'hébergement ou de distribution de repas en France métropolitaine. Plus de 30 000 enfants. Wow. Et parmi les personnes sans domicile adultes francophones, 10% étaient à la rue sans solution d'hébergement, donc littéralement sans abri. 2 personnes sur 5 étaient des femmes. 1 personne sur 4 avait entre 18 et 29 ans. 1 personne sur 4 avait un emploi. Waouh, genre les gens qui dorment dans leur voiture ou à la rue alors qu'ils ont un taf, c'est insane. C'est ça que ça donne les gens, c'est ça le résultat de laisser la droite gagner à chaque élection depuis 30 ans en fait. C'est au final, vous avez ça, c'est un désastre social, c'est une hécatombe. J'en peux plus qu'on parle du problème sous l'angle de... Enfin voilà, réponse finale sur les gens dans le chat qui sont en mode non mais les collatérales français et tout. On s'en fout, l'État français n'a même pas besoin d'emprunter de l'argent privé sur des marchés privés. Normalement, c'est l'État qui gère le circuit monétaire et tout, donc il y a zéro problème avec ça en fait. Arrêtez, genre vraiment les arguments pour ne pas loger les gens, c'est genre non mais en fait ça sera plus dur d'emprunter sur je sais pas quoi parce que le collatéral, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est quoi ces arguments insane? Ouais, alors j'en ai un dernier que je pense qui est plus de bonne foi quand même. Parce que ouais, je pense que c'est important à chaque fois qu'on mentionne ça de parler concrètement de la transition. Quelqu'un dit merci pour la vidéo.
Le plus dur, ça a l'air d'être la transition. Étant donné que l'instauration de la loi bail acquisitif va réduire à nul la valeur locataire du bien, les propriétaires vont tous voir une forte diminution de leur patrimoine. Est-ce que ça risque pas de mettre en péril les propriétaires accédants qui remboursent un prêt qu'ils ont utilisé pour acheter leur logement, qui donc vont devoir rembourser un prêt alors qu'ils n'ont plus la valeur de leur bien? Ils se retrouvent avec un patrimoine négatif, logement qui vaut beaucoup moins, plus dette envers la banque. Alors pour ça, du coup, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, faut pas l'appliquer du jour au lendemain, ce truc-là. Ouais. Il faut que ce soit un truc appliqué sur le long terme. Il faut d'abord une première phase pendant laquelle tu interdis complètement la capacité d'emprunt à des personnes qui ne... La capacité de louer, tu vas la conditionner. Donc tu interdis aux gens de louer s'ils ne possèdent pas pleinement le bien qu'ils vont louer à quelqu'un. D'accord ? D'accord. Donc tu peux mettre ça. T'es pas obligé de faire ça du jour au lendemain. Tu peux faire un dégradé où tu dis par exemple maintenant il faut posséder 80% du bien pour pouvoir louer quelqu'un dedans. L'année suivante maintenant il faut posséder 60% du bien pour pouvoir louer quelqu'un dedans. L'année suivante 40%, l'année suivante 20%. Et l'année suivante en fait tu n'es plus capable de louer un bien si jamais tu ne le possèdes pas à 100%. Ce qui va faire que à partir de ce moment-là, les gens vont commencer à arrêter d'acheter des biens avec pour but de louer des gens dedans. Parce que tu vas dire ça sera plus possible de le faire à l'avenir, donc ils vont essayer de vendre le bien pour rembourser ce qu'ils viennent d'emprunter en fait, et on arrête ce type d'activité. Ensuite, oui, le fait d'annoncer que à terme tu pourras plus louer ton bien, ça va faire diminuer la valeur du patrimoine. Moi, je pars du principe que si tu loges dedans, tu avais prévu de rembourser ce bien à ce prix-là, donc c'était déjà le cas, d'accord ? Donc, si tu vas continuer à rembourser ce bien... La banque, normalement, a déjà évalué ta capacité de remboursement en fonction de tes revenus et ton apport, etc., quoi. Ouais, donc le seul truc, c'est que la France doit se porter garante des remboursements des accédants actuels auprès des banques. Ça, ce serait une possibilité. Après, il y a la possibilité... Moi, je suis d'accord pour ça. Je suis d'accord pour que le public arrive pour la période transitoire et aide à ce que tous les prêts soient bien remboursés, tout se passe bien. Je suis chaud. Hein. Ça a été fait, par exemple, pendant le Covid, de toute façon, ce genre de choses. Tu vois, ça a été possible de le faire dans des situations comme ça. Mais à 3400 milliards de dettes, on peut faire plus que ça, Lisandro. On peut faire mieux que ça. L'idéal serait quand même... Alors non, parce que... alors là, le chiffre que tu as mis est trompeur, parce que moi, je parle uniquement des accédants de leur propriété principale, et non pas du tout le parc immobilier actuel. J'en ai rien à faire. Si c'est ta raison secondaire... J'en ai rien à faire que tu puisses pas rembourser le prêt que tu as émis dessus. Juste vends ta maison et voilà quoi. Ouais. Ensuite, oui, techniquement, si tu as fait un prêt et que tu es actuellement en train de rembourser un prêt, tu aurais pu théoriquement emprunter quelque chose d'autre après la loi et ça t'aurait coûté moins cher. Mais pour moi, c'est pas un argument valide ça. Parce qu'à chaque fois qu'on a des arguments de type ça aurait coûté moins cher, les gens qui ont vécu dans le système précédent ont eu une vie pire que les gens qui vont vivre dans le système d'après. À quel moment ça a été un argument valide pour pouvoir justifier de ne pas mettre en place une meilleure société ? C'est pas parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de retraite, c'est-à-dire ils n'ont jamais touché un système de retraite. Est-ce que c'est un bon argument de dire on ne met pas en place le système de retraite parce que regardez, tous ces gens qui ont vécu avant, eux n'ont pas eu cet argent, donc les autres vont l'avoir et c'est pas juste. Moi, je pense pas que ce soit un bon argument. Donc c'est vrai que on peut avoir l'impression que c'est injuste pour ces gens-là qui viennent de devenir accédants, mais si on ne faisait absolument rien, ces personnes-là paieraient quand même leur crédit à ce prix-là. Donc ils ne sont perdants que relativement au nouveau système que tu essaies de mettre en place. Moi, ça me dérange pas que eux, ils ont une situation qui ne change pas et que la situation pour l'intégralité du reste des Français s'améliore. Sachant que qui est accédant, quand tu regardes au niveau des moyens des gens, etc., les gens qui sont accédants, ils auraient potentiellement les moyens de vendre leur logement dès le début ou même de renégocier le prêt auprès. Enfin bref, il y a des moyens de faire. C'est vrai que c'est c'est une question. C'est le truc le plus compliqué parce que c'est le truc qui coûte. Ça coûte à ce moment-là pour faire la transition. Il y a des besoins financiers pour garantir que ça va bien se passer. Par contre, qu'est-ce que ça rapporte ? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que ça rapporte ? Est-ce que ça vaut le coup pour une société ? Parce qu'en fait, c'est un investissement. Il faut le voir comme ça. Quand tu mets en place le TGV, ça te coûte énormément d'argent. À l'échelle d'un humain,
À l'échelle de la vie d'un humain, ça sera jamais remboursé, hein. Les investissements sur des grosses structures comme ça se rembourse à l'échelle d'une société, mais pas à l'échelle d'une vie. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que ça vaut le coup ou pas d'être mis en place. Et là, quand tu regardes les chiffres que j'ai montrés tout à l'heure, où tu te retrouves avec une situation où en 40 ans, il n'y a eu que 1% de différence entre le taux de locataire en 1982 et le taux de locataire en 2021. Moi, une fois qu'on a mis en place la fin de la location immobilière et le bail acquisitif, on se retrouve avec un pourcentage de locataires qui tend vers zéro. Et on sait quand est-ce que ça va tendre vers zéro. Ça va tendre vers zéro à partir du moment où tu as mis le maximum. Donc si tu mets le maximum à 30 ans, par exemple, tu dis que les gens ils peuvent avoir 30 ans pour rembourser les prêts qu'ils font, tu vois. Ouais. Bah, ça veut dire dans 30 ans, 100% de ta population peut être. Donc il n'y aura pas 100% propriétaire, parce qu'il y a des gens qui vont décider de ne pas essayer de devenir propriétaire parce qu'ils bougent tout le temps, etc. Mais en tout cas, tous les gens qui résident constamment dans le logement qu'ils occupent, ils vont tous devenir propriétaires. On se retrouvera du coup la quasi-totalité des gens qui seront propriétaires du logement qu'ils occupent. Et pourquoi c'est bien d'avoir les gens qui sont propriétaires du logement qu'ils occupent? Parce que du coup, chaque mois, les 600 € que tu mettais avant dans ta location, tu les mets maintenant pour acheter ton logement. Et une fois qu'il est acheté, tu les as. Tu possèdes cet argent. Bah oui. Et cet argent, du coup, tu peux l'utiliser. C'est ton pouvoir d'achat qui augmente de fou. Et ton pouvoir d'achat explose. Mais pas seulement ton pouvoir d'achat, tu peux juste travailler moins aussi. Parce que ça, on n'en parle jamais, mais les gens qui font des heures sub de malades, etc., c'est pas juste pour s'amuser, hein. Les gens, ils font ces heures sub de malades parce que derrière, ils se sont engagés dans des prêts, ils sont engagés dans de la location, etc., etc. Ils peuvent pas faire autrement, sinon ils crèvent en fait. Sinon, ils sont obligés de déménager pour habiter dans du plus petit, etc. Donc là, tu vas créer une situation dans laquelle ces gens-là pourront, s'ils le veulent, travailler moins ou acheter plus. Travailler moins ou acheter plus. Juste sur un marché de l'emploi, qu'est-ce que ça provoque si vous dépensez plus d'argent et ou que vous travaillez moins? Est-ce qu'il y a plus ou moins de chances qu'il y ait du travail pour d'autres gens sur ce marché et que ça fasse baisser les taux de chômage? Tiens. C'est une bonne question. On pourra y répondre un autre jour. Mais du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est le type de société dans laquelle on veut vivre. Parce que là, le type de société dans laquelle on vit, c'est une société dans laquelle la plupart des gens que vous voyez au jour le jour sont des locataires. D'accord? On est nous comment ça s'appelle? Des locataires ou des accédants, c'est la majorité. Ouais. Donc c'est des gens qui chaque mois payent pour vivre dans le logement dans lequel ils sont. Et c'est une situation qui est assez bizarre, puisqu'en fait c'est une situation dans laquelle il y a deux types d'humains. Il y a des humains qui ont des titres de propriété et il y a des humains qui n'en ont pas. Donc par définition, on revient sur le concept de titre de noblesse, parce que c'est un titre qui te permet d'avoir un autre rang social, qui te permet d'avoir un autre mode de vie. Si tu possèdes le logement dans lequel tu occupes, tu n'as pas d'obligation de donner de l'argent chaque mois pour pouvoir vivre et pour avoir la peur d'être viré de chez toi. Alors que si tu n'as pas ce titre de propriété, si tu ne possèdes pas le logement dans lequel tu occupes, ou même que tu es accédant, bah, tu peux juste te faire virer de chez toi du jour au lendemain. Donc, quel est ton rapport au travail? Quel est ton rapport au monde? Quel est ton rapport au quotidien? C'est un rapport qui est complètement différent. C'est un privilège, c'est un privilège fou que les gens qui sont propriétaires ont vis-à-vis des gens qui ne sont pas propriétaires. Et ça crée une situation dans laquelle les gens qui sont propriétaires ne comprennent pas la situation des gens qui sont locataires. Et c'est ça qui explique les messages que tu as pu avoir sur ton Twitter, qui te disent mais toi aussi tu pourrais devenir multipropriétaire, gagner plein d'argent. En fait, pour penser comme ça, il faut vraiment comprendre cette partie-là. Pour penser comme ça, pour penser que compatriote, une personne que tu côtoies, pourrait lui aussi gagner ses revenus en étant multipropriétaire, c'est-à-dire en gagnant de l'argent à partir du fait que plusieurs personnes vont être obligées de le donner pour pouvoir te loger. Tu es obligé, que ce soit conscient ou inconscient, d'être classiste, de penser que dans la société, il y a deux classes, les exploitants et les exploités, et que les gens que tu côtoies sont des exploitants, et que les exploités n'ont pas de valeur, ne sont pas des humains, et on s'en fout d'eux, et je ne parle pas à ces gens. Parce que si ça va structurer ta vision. Si je parle à quelqu'un et je dis que toi aussi tu peux exploiter plusieurs personnes, et ben en fait tu es en train de sous-entendre que il y a une minorité de gens qui peuvent le faire, mais la majorité n'est pas capable de le faire. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord pour dire que si tu as un revenu qui vient du fait de loger plusieurs personnes, il faut bien que ces plusieurs personnes-là
te donne l'argent. Donc il faut bien qu'il y ait plus de gens qui donnent de l'argent que de gens qui en reçoivent. Donc par définition, tu penses qu'il y a un petit nombre de personnes qui méritent de recevoir cet argent et un grand nombre de personnes qui ne méritent pas de recevoir cet argent et qui doivent donner cet argent. Donc, et pour quelle raison? Parce qu'il y a un titre de propriété, parce qu'il y a tu ne fais pas partie de la même classe. En vrai, c'est fou parce que intuitivement, je sais pas, quand on parlait de ces trucs-là, intuitivement, je me suis dit, mais c'est vrai, les logements, ils sont là. Les gens, ils sont là. On a tous besoin d'un logement. Il y a assez de logements pour tout le monde. C'est quoi les humains ont créé un système administratif, un système économique, etc., qui a une grande part d'arbitraire. Hein. Il y avait aussi un droitard qui m'a répondu, mais il y avait les deux réponses simultanées. Il y avait, mais si c'est c'est simple, t'as qu'à devenir multipropriétaire, exploiter des gens, mulch, arrête de te plaindre, juste accumule et deviens multipropriétaire. Autre réponse, c'était lol, t'as qu'à essayer de devenir multipropriétaire rentier, c'est presque impossible aujourd'hui. C'est super difficile. Et j'ai répondu, bah ouais, t'es en train de me dire que c'est dur de la mobilité de classe dans le capitalisme. Oui, en effet. C'est pour ça notamment que énormément de ces multipropriétaires dont on a parlé, le top 3,5% et tout, sont nés dans des situations, dans des familles qui ont déjà les logements ou qui ont déjà une forme de capital énorme. Et du coup, en fait, ces trucs de propriété, ces gens n'arrêtent pas de dire oui, mais en fait, tu peux devenir. Non, regardez, ça prend 5 générations pour sortir du dernier décile des plus pauvres en France en moyenne. Ça prend 5 générations. Les gens, il n'y a pas de mobilité. Vous naissez dans une certaine situation socio-économique, il y a des très grandes chances que vous allez mourir, malheureusement, dans la même situation ou une situation similaire. C'est juste fou, les gens n'ont pas les stats là-dessus en tête. Mais ouais, t'as raison. Alors j'ai peut-être un dernier truc intéressant qu'on n'avait pas encore vu ou répondu. C'est ou peut-être avant-dernier, mais j'ai vu ce graphique, les gens m'ont envoyé ce graphique de Elucide qui montre la proportion de propriétaires et de locataires dans différents pays en 2021. Ouais. Et ils disent par exemple, regardez les pays en fait où il y a un très gros taux de propriétaires. Alors, en France, c'est pas 65%, c'est 57%. Hein. Ouais, en plus ce graphique mélange les accédants et ceux qui ont fini de rembourser leur prêt. Ouais, mais même en parlant des accédants. Ouais. Enfin, c'est pas grave. Et donc les gens disent, regardez en fait les pays Albanie, Roumanie, Chine, Pologne, Inde, eux ils possèdent beaucoup leur logement. Et en fait, regardez des pays beaucoup plus riches comme l'Allemagne ou la Suisse, il y a plus de locataires. Et ils essaient de dire que ça démontre du coup que si tu augmentes, ça démontrerait selon eux que si tu augmentes la proportion de gens en France qui possèdent le logement où ils vivent, la France s'appauvrirait. Le sophisme. Est-ce que tu as vu le sophisme de ouf? Ouais. Ouais. Ouais, marrant. Moi, ils essayent vraiment de nous contredire, hein, ils essayent. Je vais peut-être dire un dernier truc. Ouais. Il y a... Donc oui, c'est un chantier énorme pour être sûr qu'on le met en place, ce truc-là. Maintenant, ça fait partie de la garantie des besoins vitaux. Je rappelle que la garantie des besoins vitaux, tous les besoins vitaux ne sont pas garantis, mais le droit au logement est censé être un droit garanti par la Constitution. Donc c'est le devoir de l'État de garantir le droit au logement. Le fait est qu'aujourd'hui, il n'est pas respecté et il faudrait le respecter. Donc si tu veux respecter le droit au logement, et que demain les locataires décident de plus payer, il faut quand même loger les locataires. C'est ça aussi que les gens comprennent pas. Donc si t'es propriétaire, on va te dire t'as un logement, tu peux te loger, donc va dans ton logement et arrête ton droit à la propriété est déjà réglé. Ouais. Mais si t'es locataire et que demain je sais pas, par exemple il y a une avancée technologique ou technique qui fait qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont plus nécessaires, je sais pas. Imaginons, et que du coup tout le monde perd leur emploi, ils peuvent plus du coup payer leur location, il faut les loger ces gens quand même. Donc c'est quoi la situation? Parce que moi la solution que je propose, c'est une solution qui permet aux gens de posséder leur propre logement dans lequel ils vont occuper. Et à l'avenir du coup, dans un avenir court, moyen, long terme, quand on automatise de plus en plus de travail et qu'il y a de moins en moins besoin de travailler, ça permet de ne pas se poser la question de comment est-ce qu'on va faire pour loger les gens. Parce que sinon, il faudra se poser cette question. Parce que dans une situation dans laquelle il y a de moins en moins besoin de travail et vous n'avez pas décidé de voter pour des sociétés socialistes ou qui garantissent les besoins vitaux, il faudra quand même loger les gens. Ou alors vous acceptez que les gens ne soient pas logés et qu'ils crèvent tous en fait.
Mais ça, c'est une autre question, quoi. Moi, la solution que je... Et le Au fait moins, est c'est les que droits à si les assumer gens ça, sont ça pas serait plus logés, clair, quoi. si les gens sont pas logés et sont tous vont tous avoir besoin de se poser la question comment je fais pour dormir ce soir, il va juste y avoir une énorme révolte en fait. Et il y aura des morts et c'est horrible. Donc le but c'est quand même d'éviter ça quoi. De fou. Moi, ça me semble clair, en tout cas. Hein. Moi, ça me semble clair. Après, moi, je suis chaud à chaque fois de répondre comme ça, faire des petits Q&A. Ça se dit pas du tout. Question-réponse avec les gens sur le bas acquisitif. Alors, ouais, juste le truc de... Il y a encore des gens lisantes qui partagent le truc de... Les pays qui ont le plus de locataires ont des meilleures économies. Encore une fois, c'est juste un sophisme de confusion, corrélation, causalité. Hein. Faut démontrer une causalité, c'est... D'accord. Ah oui, la Suisse, elle a plus de locataires et elle est plus riche. Mais ouais, mais peut-être que les Suisses seraient encore plus... et auraient encore un meilleur niveau de vie s'ils avaient le bas acquisitif que dans la situation actuelle. C'est quand même pas dur à comprendre, le sophisme. Je pense pour pas diminuer le niveau du patrimoine trop vite du jour au lendemain, comme j'ai expliqué, je pense le mieux c'est de faire mettre en place des réglementations au fur et à mesure. Tu vois, si tu mets en place par exemple que tu n'as pas le droit de louer un bien si tu es accédant, tu n'as pas le droit de louer un bien à quelqu'un si toi-même tu es accédant, bah déjà ça c'est une loi, un premier palier, ou qui remet en question le concept de location, tranquillement, tu vois, sans remettre en question l'intégralité du concept de location sur tout le territoire. Juste tu remets en question le fait de pouvoir aller voir une banque, emprunter le bien et tout de suite le mettre en location pour quelqu'un d'autre, tu vois. Et de base, ça va fortement réduire l'achat de biens uniquement dans ce but-là. Et donc, ça va aussi baisser la valeur des biens parce qu'il y a un premier signal comme quoi tu attaques la location sans dire qu'on interdit complètement la location du jour au lendemain. Ouais, donc, je pense en utilisant des paliers comme ça pourrait être pas mal d'utiliser des paliers de d'abord on fait ça, d'abord on fait ça, d'abord on fait ça, tu vois. Ouais, on est d'accord qu'il faut que ça soit appliqué progressivement, hein, les gens. On est au courant de ça et parce que bon, j'ai vu que dans la petite proportion de réponses qui sont de bonne foi à ce qu'on dit et tout, il y avait cette inquiétude, mais je pense qu'on a bien répondu. Il y a aussi sur tous les logements secondaires et vacants, même les logements secondaires, hein, tu mets un truc mensuel où si jamais tu loges personne dedans, s'il y a personne logé actuellement dedans, tu dois t'exonérer d'un montant. Tu dois payer un montant. Une taxe sur les logements vacants. Je pense qu'il faut même pas l'appeler taxe, il faut vraiment dire que c'est t'aurais pu loger quelqu'un dedans, t'aurais pu loger quelqu'un dedans, et du coup, vu que la société ne peut pas loger quelqu'un dedans, tu dois toi-même donner de l'argent pour contrebalancer ça, quoi. Donc dans les faits, c'est une taxe, mais je trouve le fait de juste l'appeler taxe, ça serait moins impactant que si tu disais juste, j'ai pas le terme exact là, mais le fait de contrebalancer, le fait de ne pas pouvoir loger quelqu'un dedans. Redevance ou... Parce que même loger à titre gratuit, moi ça me dérangerait pas du tout que tu loges quelqu'un à titre gratuit dans ton logement secondaire. Et si on s'assure que c'est pas un mensonge, tu vois, il peut y avoir des trucs surprises où on check de manière surprise, genre est-ce que il y a bien quelqu'un qui vit dedans, tu vois. Mais tout ça pour dire que ce qui est important pour moi, c'est que les gens soient logés. Parce que si tu as quelqu'un qui habite, par exemple, actuellement en métropole, ok, à Paris, il y a quelqu'un qui habite à Paris, et toi, tu as un logement secondaire, et la personne qui habite à Paris, elle est en remote, et tu lui dis, écoute, moi, j'ai mon logement mon logement secondaire qui est dans le sud, où j'y vais pendant les vacances, des fois et tout. Est-ce que tu veux habiter dedans à titre gratuit, comme ça, j'ai pas besoin de payer chaque mois la somme, je sais pas, ce serait peut-être 300 euros, 400 euros, j'en sais rien, qui permet de construire des logements sociaux. Bah, cette personne, du coup, va sans doute accepter parce que c'est tout bénef, tu n'as plus de loyer, tu vois. Ouais. Et comme ça, tu peux habiter pendant l'année dans le sud. Voilà. Cette personne-là, du coup, elle part de Paris. Et ça fait une personne de moins à Paris. Et du coup, le marché de la demande diminue. Tu vois, c'est des vases communicants, tout ça. Bah ouais. Non, pardon, je suis en train de péter un câble parce que juste, il y a dans le chat Lisande qui est en train de spammer son truc sur les normes HCSF. Je comprends pas. Je me doutais bien que vous auriez pas le niveau d'analyse. En quoi rendre plus simple l'accès au crédit va régler quoi que ce soit? Ça va augmenter le prix de l'immobilier, ça va faire une boucle, ça a aucun sens. Mais les graphes que tu m'envoies n'ont aucun rapport avec ce que tu es en train de raconter. Il m'envoie ça comme graphe. Je suis en train de péter un câble. Genre, c'est quoi ce graphe?
Non, mais juste enlève Lisandre, c'est insupportable. Regarde la preuve, Muche, de ce que j'apporte. Regarde le graphe. Si tu montes pas le graphe, c'est la preuve que tu réponds pas aux arguments. On sait même pas en pourcentage. On a aucune info sur la donnée. On n'a pas la source. Il fait 4 pixels. Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi? C'est ça les arguments des libéraux. Je comprends pas. Comment c'est... Muche, tu réponds pas aux arguments. Évolution totale du parc. Évolution des résidences secondaires occasionnelles. Mais c'est une évolution de 3%. Le graphique est gros. Genre, on a une évolution entre 0 et 3%. Taux de croissance annuelle du nombre de résidences secondaires et le nombre de logements occasionnels. Entre 0 et 3%, mais c'est quoi ce graphe? Attends, mais il a dit qu'il y avait une loi qui était rentrée en vigueur en 2021. Mais le graphe va jusqu'en 2021, donc on n'a pas les données après. Non, mais je comprends rien à ce graphe. Ça n'a aucun sens. Ce que tu racontes n'a aucun sens, Lisandre. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'une évolution de 3%? Qu'est-ce que c'est que ce graphe? Quel est le lien entre le nombre d'achats de résidences secondaires et les taux bas? Non, mais là, je suis en train de parler de la mise en place d'un montant que tu vas devoir payer chaque mois si tu possèdes une résidence secondaire. Donc, vu que les gens possèdent plein de résidences secondaires, il y a eu un nombre fou, il y a eu une augmentation de 1,2 million de logements vacants. Il y a eu, je crois c'est 9 millions le nombre de logements secondaires. Enfin bref, il faudra retrouver les chiffres, je les ai pas tout de suite. Et du coup, tous ces logements secondaires coûteront de l'argent aux gens qui les possèdent. Donc, ils peuvent soit décider de loger quelqu'un dedans, et du coup, tu es en train de vider le marché de la demande, et donc de baisser les prix du marché, ou alors, ils ne logent personne dedans, et donc ils doivent payer un montant, et donc ce montant-là est utilisé pour construire de nouveaux logements, ou alors, encore une fois, la dernière possibilité, la personne ne peut pas loger de gens dedans et ne veut pas payer ce montant, et donc il va vendre son bien. Donc il va augmenter l'offre du marché immobilier. Je sais pas, c'est pas hyper compliqué à comprendre quand même. Hein. Attends, tu veux pas qu'on parle avec Lisandre ce soir? Non, moi je vais y aller là. Ok. J'ai des trucs Bon, Lisandre, on parlera en vocal si tu veux un jour. Je t'ai déjà proposé 3 fois. Hein. Je sais pas pourquoi tu réponds pas positivement. Si tu veux vraiment qu'on échange de bonne foi sur ce truc, je comprends absolument pas l'argument. Encore une fois, en plus, l'argument ne répond pas au bail acquisitif du tout. T'es en train de répondre à essayer d'expliquer un truc dans le système actuel avec ce qui ressemble à un sophisme corrélation-causalité, encore une fois, mais bref. Non, en tout cas, c'était super BPT. Merci beaucoup pour les explications, la petite mise à jour sur le bail acquisitif. En tout cas, je vois que sur Twitter, ça a quand même pas mal fait parler. Hein. Il y a quand même. Et c'est dommage qu'on parle jamais du fond parce qu'à chaque fois, c'est des trucs complètement connexes qui sont jamais genre. C'est jamais des trucs. C'est pas le sujet central, quoi. Genre, le sujet de fond, c'est on est OK avec une société dans laquelle il y a 2 classes d'habitants sur le territoire. Ceux qui possèdent les titres de propriété et ceux qui ne les possèdent pas. Et ceux qui possèdent les titres de propriété peuvent avoir des prêts plus facilement auprès des banques parce que ça y est, ils ont un bien. Ils peuvent arrêter de travailler et du jour au lendemain, ils n'ont pas peur de se faire virer de chez eux. Et ils peuvent exploiter d'autres personnes comme ça, sans aucun problème. Et d'un autre côté, il y a des gens qui, chaque mois, s'ils ne travaillent pas, ils ont peur d'être à la rue, ne peuvent pas demander à une banque s'ils ont un projet ou quoi, n'ont pas aucun moyen, aucune collatérale pour pouvoir leur demander pour lancer un projet, et se retrouvent dans une roue comme des rats, comme des hamsters dans des roues à courir toute la journée. Et quand ils ont une fois 45 ans, ils sont en plein milieu de leur journée, ils s'arrêtent 2 secondes et ils se disent « Mais attends, mais qu'est-ce que je fous de ma vie en fait ? On m'a volé ma putain de vie !» Réel de fou. Et après ils se disent « Mais comment je peux sortir de ce truc-là ?» Et on leur dit quoi ? On leur dit « Bah non, on vous accepte même plus votre prêt parce que vous êtes trop vieux maintenant. On fait plus confiance, vous pourriez crever à n'importe quel moment. Désolé monsieur !» On vous entendait pas entre 2012 et 2020. Mais de quoi tu parles ? Mais de quoi tu parles ? On n'était pas streamer. De quoi tu... What the fuck ? C'est quoi les arguments ? Je vais devenir fou en fait. Et attends, entre 2012 et 2020, on aurait dit la même chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais oui, on aurait défendu la même chose. Il y a quoi qui a changé entre 2012 et 2020 ? Je comprends rien. Oh, les arguments sont de plus en plus fous. Aïe. Vous voulez voir ? Ok, bon, Lisandre. Écoute... Je coupe trop la parole. Oui, les taux, mais écoute, on s'en fout des normes des taux. Invite-moi sur. Trouve un modérateur de débat. Moi, j'en ai un si tu veux, mais tu vas me dire ah non, il va être de ton côté, je sais pas quoi. Trouve quelqu'un, invite-moi sur un plateau, on le fait, genre. Vraiment, c'est fou. Je suis en train littéralement de devenir fou à cause de. Depuis 1982, le taux de locataires est à 40%. Depuis 1982. Non mais laisse tomber BPT. Laisse tomber. Laisse tomber. Non mais arrête, on va devenir fou. Entre 2012 et 2020, Muche j'étais multipropriétaire, mais il a changé d'avis. En vrai, si j'étais multipropriétaire, je continuerais à... Si j'étais un immense rentier bourgeois, comme la moitié des gens sur Internet semblent le penser,
je défendrai quand même le bail acquisitif en fait, parce que c'est un meilleur système. C'est plus efficient. Tu sauras à quel moment les vendre tes logements. Ouais, juste voilà, j'aurai un. Ça sera du insider trading de logement en fait, j'aurai l'info. Exactement. Tiens, pourquoi est-ce que Mulch a vendu l'intégralité de ses biens de propriété immobilier? Bizarre. Et le mois d'après, instauration du bail acquisitif. Pourquoi le papa de Bad Mulch a vendu tout Schneider Electric comme par hasard, juste avant la Bref, régulation. tout ça pour Bref, dire, voilà, la vraie question, c'est pas est-ce qu'on doit permettre aux gens de s'endetter plus? Ah, mais vous La avez vraie dit qu'en question, fait, dans le bail acquisitif, on pourra faire des bails acquisitifs sur 30 ans. Donc, il faudra abolir les normes HCSF dont j'avais parlé. Donc, j'avais raison depuis le début, en fait. C'est les normes le problème. Bon, allez, Désolé, à plus, les tout le gens, monde. j'adore. Merci beaucoup, BPT, pour le passage. Merci beaucoup pour toutes les infos basées. À plus. Et joyeux anniversaire, d'ailleurs. Dites-lui joyeux anniversaire, les gens, c'est son anniversaire, même s'il veut pas l'admettre. Ciao. Ciao. Est-ce que si ça dégénère à LFI, t'exclus complètement de retourner au MJS? Oh, tu m'as tué. Oh là là. Allez, la biche, je m'attendais à mieux. Lisandre, calme-toi. Les arguments sont mauvais, mais vous faites de l'entrisme. Lisandre, s'il te plaît. Concentre-toi. Alors, juste pour terminer le segment, parce qu'en fait c'est mon kink du moment, c'est juste de répondre à tous les trucs Twitter. Ah non, j'avais vu un truc. Si on supprime les rentiers, tout le monde est pauvre, mais on ne promet pas de changement de classe au moins. Super argument. Quelqu'un m'a dit de débattre avec Oussama Hamar du sujet. Je suis très très chaud. Dans ce cas, rembourse mon crédit de 280 000 €. Oui. Je veux rétablir l'URSS. De belles intentions pour un résultat catastrophique. Le gauchisme est une maladie mentale. En vrai, les gens, là, on est allé chercher les seuls arguments. Les seules personnes qui ont essayé d'argumenter contre le système, hein, parce que je rappelle, 200 000 personnes ont vu le tweet. Bon bref, on va passer à un autre sujet. En tout cas pour l'instant, pas vraiment d'arguments solides contre le bail acquisitif. Ça a l'air assez résilient comme proposition, vu le nombre de différents contenus qu'on a fait, le nombre de réponses, le nombre de débats qu'on a fait. Allez revoir si vous voulez plus d'infos. On a ces deux vidéos-là. Celle-là, elle doit être mise à jour, la première là, mais le raisonnement de fond, il reste le même. Le bail acquisitif et le débat qu'on avait fait avec Ergotisme, le libéral. D'ailleurs, je réentends les mêmes arguments en boucle là-dessus, mais ouais, pour l'instant, pas de super arguments, le système a l'air solide, donc on va continuer d'essayer de proposer ça et de bouger le curseur quand, hein.